La vigne, le vin, l'eau de vie sont les emblèmes d'une région privilégiée portant ses habitants vers le bonheur de vivre. Qu'est-ce que le cognac pour avoir une aussi prestigieuse réputation ? C'est simplement le produit de la distillation des vins de la région de Cognac par l'antique alambic réglementaire, puis mûri dans les fûts de chêne du Limousin. Et rien d'autre. Extrait de l'histoire du cognac de Robert Delamain, 1935. C'est par ce rien d'autre, écrit en lettres rouges sur le papier jauni de ce vieux livre, oui, celui-là, que les Delamain ont attiré mon attention et ma curiosité de les connaître mieux. Comment une seule et même famille allait de génération en génération fonder un empire au pays du cognac et le panthéon de la littérature à Paris. Et pourquoi allais-je les suivre à travers les âges, de l'Irlande à la Charente et de Londres à Paris? Peut-être tout simplement pour vous raconter l'histoire d'une famille française. En 1625, Nicolas Delamain quitte la France. Il fait partie de la suite royale qui va accompagner Marie d'Angleterre, partie à Londres épouser le roi Charles Ier. Mais mon histoire à moi avec les Delamain commence en 1738, sur les côtes irlandaises, dans cette maison où vivent William Delamain et sa famille. Plus personne ne parle français, évidemment, lorsque naît James, le héros de cette histoire. Longtemps après, le propriétaire actuel, un Américain de San Francisco, m'a donné les clés. Il sait très bien qu'il habite un lieu chargé d'histoire et m'a laissé, dit-il, quelques indices. Les parents, peut-être. Mais l'oiseau et les 3 croix sur le blason, ça c'est sûr. Dans la cuisine, cet extrait de l'histoire du diocèse de Kinvara qui prétend que la maison du capitaine Williams aurait été le repère des contrebandiers de tabac et de brandy. Et comme souvenir, 2 vieilles bouteilles et des objets très très kitsch. Et le nouveau propriétaire prétend que James, l'héritier, notre héros, serait né au sous-sol. Et je découvre la chambre où Élise, sa mère, serait morte en couches, laissant James orphelin. Son père, William, va se remarier et créer une nouvelle famille avec plein d'enfants. Dans sa chambre, le petit James se sent mal aimé, comme un étranger. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, à 13 ans, son père va l'expédier dans une maison de négoce, à Cognac. D'après l'actuel propriétaire, n'est-ce pas aussi le moyen de faciliter la contrebande entre la Charente et l'Irlande? Je croise le regard de Henri Delamain. Peut-être, mais pas sûr. Le frère de William, celui qui dirigeait une faïencerie. Il va mourir très jeune et William en héritera. Adieu Kinvara. Bonjour la légende. Direction Dublin que je découvre. Mais que faire? Où aller? Et je repense tout d'un coup à cette histoire d'usine de faïence. Il existerait au musée de Dublin quelques exemplaires d'assiettes en faïence signées Delamain. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais je suis ce vigile qui semble savoir où il va.
came into our collection in 1932. It came into our collection. So it was probably bought. We purchased it for the collection. We have quite a lot of ceramics that are associated with Henry and the Delamains here in this collection. Et là, je reconnais l'oiseau, l'emblème des Delamain. Un si grand musée pour quelques assiettes, mais je suis contente quand même. Sur la route du port, j'aperçois au loin une goélette. Et je ne peux m'empêcher de penser à ce gamin de 13 ans, James, issu d'une très vieille famille protestante, et qui va être expédié par son père en France, dans un pays qu'il ne connaît pas et dont il ne parle pas la langue. Ce James, on ne sait pas s'il parle français, il n'y a aucune raison de parler français. Il vient là pour ses études, il vient là pour apprendre le commerce, pour apprendre le français. Il va travailler pour une maison jarnacaise, elle-même protestante, Rançon. Jean-Isaac Rançon est un vieux monsieur, et en plus, le maître a une fille unique. On appelle ça se faire gendre dans la région. Donc il se fait gendre en épousant la fille unique d'un négociant. Et ce qui est amusant pour nous, c'est que William, pour le mariage de son fils James Delamain, va faire tout un service de faïence. Donc j'ai ici un modèle. Et ces faïences représentent le blason des Delamain, où on a mis 3 croix, 3 mains à la place des 3 croix. C'est les armes parlantes des Delamain, vraisemblablement. Incroyable. C'est la même assiette que celle que j'ai vue au musée de Dublin. Elle a traversé la mer et 10 générations. En 1762, James Delamain épouse Marie Rançon. Ils sont protestants tous les deux. Il y a une époque où c'est très dur de l'être. Les protestants n'ont aucun métier en France possible, sauf la propriété et sauf le négoce. Et on va avoir énormément de jeunes protestants pendant cette période-là, entre 1690 et 1790. Énormément de jeunes protestants vont partir de France, et d'où la solidarité ensuite, parce que Rançon va profiter des cousins Rançon qui sont partis en Hollande, Amsterdam, Rotterdam. Tous les pays avec protestants donc vont jouer le jeu. La religion va servir, la franc-maçonnerie va servir. James Delamain a été plusieurs fois vénérable de cette loge. Il était aussi membre de la loge de Cognac. Jarnac est issu de Cognac. Il était aussi franc-maçon de la loge de Bordeaux. C'est tout ça, c'est nécessaire. La connaissance d'autrui par des intermédiaires. Et donc, on assiste là au début des réseaux, sans faille, ou comment la franc-maçonnerie, mais surtout la religion, dans sa persécution, ont créé une solidarité à toute épreuve. Il y a dans l'appréciation d'une liqueur royale, dans la hiérarchie de ses crus, dans l'estimation des produits, des années, tous les facteurs de la création d'un goût artistique. D'une eau de vie d'ici, on dit qu'elle est belle. Extrait d'une histoire du cognac de Robert Delamain. Et là, on s'est mis à cultiver de la vigne, à mettre de la vigne dans des terres à blé. C'est particulier quand même. Et ça donne quoi? Un style particulier d'eau de vie légère, très fruitée, avec un parfum énorme, donc spécialité Grande Champagne. Mais c'était un tout petit territoire, là, en rouge. Et pourquoi fallait-il absolument que cette eau de vie vienne des vignes de la Grande Champagne? Champagne, ça vient du latin et c'est tout terre plate, fertile, de terre à blé en général. Âme ardente du vin, quintessence, eau de feu, partie sublime du vin, eau permanente, eau d'or. Elle relevait de la sorcellerie et ont longtemps caché les procédés magiques qui permettaient de la capter. Extrait de l'histoire du cognac de Robert Delamain. Nous sommes ici au cœur de la Grande Champagne, au premier cru du cognac, sur la commune de Minx-Gondeville, située à côté de Jarnac.
Nous distillons 2 fois en Charente. Donc une première fois le vin que nous passons donc dans la chaudière. La chauffe dure 12 heures. Ensuite, nous récupérons ce produit qui s'appelle le brouillis, qui est entre 27 et 32 degrés. Et ensuite, le lendemain, nous reprenons ce produit, nous le réincorporons dans la cucurbite, dans la chaudière, et nous faisons une autre chauffe de 12 heures. Et c'est à ce moment-là que nous obtenons les très bonnes eaux de vie de Grande Champagne qui sont récupérées donc dans la barrique à la fin de la journée. Chaque viticulteur, en fait, a sa patte, à son savoir-faire, avec l'expérience, et de génération en génération, on se transmet ce savoir-faire, ce qui permet d'obtenir de très très bonnes eaux de vie dans le long terme. Mais le nom de Delamain va s'imposer très progressivement. L'idée géniale, ce fut de conserver les fûts, afin de les revendre au bon moment. On se rendit même très vite compte que pendant cette attente, non seulement l'eau de vie ne souffrait pas, mais qu'au contraire, chaque année, elle s'améliorait davantage. On commença donc à la fin du XVIIIe siècle à garder les eaux de vie pour les laisser vieillir. L'histoire du cognac, Robert Delamain. Et là, dans une semi-pénombre, j'allais assister pour la première fois à un vieillissement qui rendait plus beau. Et là, on va commencer par déguster une eau de vie qui m'a l'air très récente, Dominique. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une récolte 2021, logée dans un fût de 40 ans, mais qui a un historique. En tout cas, aujourd'hui, à la dégustation, on retrouve les agrumes un an après, et ça, c'est important pour nous. Et puis, au fur et à mesure du vieillissement, à chaque dégustation, le nez va apporter une précision sur l'état d'avancement du vieillissement, en tout cas. Voilà, donc on est parti dans la bonne direction. Rendez-vous dans 20 ans. Alors là, on va goûter le 2007, 15 ans d'âge. On est sur une très belle couleur ambrée, mais pas seulement. Là, on est sur ce que l'on appelle la marche des 15 ans, une espèce de marche que l'on franchit dans ces années-là. Et c'est le retour des fruits, le bois s'est arrondi, c'est digéré. Alors là, on arrive devant une très très vieille eau de vie de cognac de Grande Champagne 1963. On arrive vers la fin du vieillissement, donc vers ce qu'on appelle l'apogée, c'est-à-dire là où le cognac il arrive à son maximum de potentiel. On va des vieux fruits confits aux fruits à coque, en passant par les raisins de Corinthe, donc les raisins séchés. Quelques notes de café, quelques notes de cuir également. Donc la quintessence des très très vieilles eaux de vie. Alors souvent à la fin, on ne résiste pas au plaisir de le goûter, mais c'est à la fin de la dégustation, parce que derrière il ne faut pas avoir à déguster d'autres eaux de vie. Donc on prend une petite goutte. On la mâche bien, on la laisse se mélanger avec la salive, on la laisse passer sous la langue, partout. Et là, on a des arômes qu'on a sentis, qu'on arrive à goûter, qui reviennent rétro-olfactivement. Nous, ce dont on a besoin pour nos très vieilles eaux de vie, c'est qu'elles vous racontent encore une histoire, mais surtout qu'elles soient encore très vivantes, qu'elles soient pleines de vie. Et donc là, pour le coup, c'est le cas. Et donc, c'est une très très belle réussite. Donc c'est une chance de l'avoir. C'est une chance qu'il soit merveilleux, parce qu'un cognac de ce niveau-là, c'est quand même très rare. Mais c'est aussi une chance que personne, et notamment pas Dominique, l'ait utilisé quand le cognac avait 40 ans, ou quand il avait 50 ans, ou quand il avait 30 ans. Il l'a gardé, il l'a épargné, il l'a mis dans un coin, et le cognac s'est développé, s'est développé, s'est développé. C'est une chance. Donc merci, merci Dominique, et merci aux générations passées de nous avoir gardé ce trésor. Et moi, messieurs, je vous remercie
Parce que grâce à vous, le temps qui ne passe pas vite me plaît. Le nom va s'imposer naturellement, mais très progressivement. Le père, le fils, le petit-fils, etc. Ça va suivre de génération en génération. La bouteille va révolutionner tout ça, naturellement. Parce que la bouteille, c'est directement votre nom qui intervient. Il ne fallait pas bâcler le nom, il fallait mettre quelque chose de très bon dans la bouteille, automatiquement. Et la quantité, c'était pas leur truc. De la main, c'est une petite quantité, très belle qualité, et puis ça s'arrêtait là. Et c'est resté très artisanal comme ça. Et qui eut l'idée de mettre de la main sur la bouteille? C'est Henri. Henri qui s'intéresse au cognac, il va mettre son nom sur la bouteille, mais il est passionné d'entomologie. Et il a une collection de coléoptères, de lépidoptères, de punaises extraordinaires. Donc, après Henri, passionné de punaises, je vous présente le fils, Philippe. Et lui a été passionné d'histoire, passionné d'archéologie. Il a découvert le cimetière d'Herpes, près de Courbillac. Ah oui, je le connais. C'est un vieux cimetière mérovingien, mais il n'en reste pas grand-chose. Chaque fois qu'il ouvre une tombe, la tombe est notée, on trouve ce qu'il y a dans la tombe, c'est-à-dire des fibules magnifiques. Tout ça, c'était franc du 6e siècle, des bagues. Mais il ouvrait les tombes. C'est des découvertes un peu à la hussarde quand même. Il a pu faire peut-être un peu à la hussarde à l'époque, mais à l'époque on disait pas à la hussarde, c'était très sérieusement fait. Et c'est devenu quoi tout ça? Tout a été vendu aux enchères. On les trouve maintenant au British Museum, ça on sait qu'il y en a, mais... À Londres? Je n'en crois pas mes oreilles, ni mes yeux d'ailleurs. Allons-y au British Museum, à la recherche de ce trésor perdu. Bonjour Marie-France, suivez-moi. C'est quand même une drôle d'histoire, toutes ces tombes mérovingiennes, ouvertes et répertoriées très consciencieusement par Philippe Delamain. Je vous suis, monsieur, confiante et curieuse. Alors là, je vous avoue, je n'ai rien compris. On a été mystérieusement, mais carrément, précipité à l'étage. Et tout d'un coup, nous avons vu apparaître un étrange personnage, suivi d'un chariot d'infirmières qui semblait contenir les restes d'un trésor disparu. Tout était très solennel, mystérieux, secret. Mais non, c'était simplement le peu de choses qui restaient du trésor du cimetière de Herpes, en Charente. Yes, absolutely. These objects form part of the Delamain collection, which is one of the most important collections of this period in the British Museum. So these two brooches are both Frankish. They are Merovingian brooches from the 6th century, and both of these two come from Erpe, and these would be worn as a pair as part of female clothing. Typically, it appears from Delamain's description that the female graves in the cemetery had much more in the way of jewellery and fine objects than the male graves. A comb made of bone, and this is of a general Merovingian style. This could be anywhere from the 5th century to the 7th century. Here we see a small knife, or just the blade of the knife. The handle has gone. That would have been made perhaps of wood or bone, so it hasn't survived in the ground. Most likely wood, since we know that some bone did survive. And this piece here, again, it's Frankish. It's the bottom of the sheath that the knife would be worn in. Again, that's one that we can't say for certain was from the cemetery, but it could be. This is part of the museum collection. It was acquired in 1960, so it wasn't acquired together with the main Delamain collection. This was made in Dublin
in 1753 by Henry Delamare, who's the sort of founder of the dynasty. And the Delamare produced a new type of glaze which developed this style of pottery. So this is another important development for which the family are responsible, not just the cognac. This has that family connection. And it says on the bottom that it's produced in 1753 in Dublin. Ça me réconforte cette faïence bleue qui m'est devenue si familière. Allons-nous pouvoir reconstituer pièce par pièce le service de faïence donné par son père à James pour son mariage? Je rêve. Ce qui n'en est pas un de rêve, c'est cette visite un peu cachée et sans faste dans les réserves du British Museum. Je préfère retourner à Jarnac, où les Delamain vivent et ont toujours vécu. Le quai est toujours là, maintenant bien maçonné. Les petits tilleuls rognés ne semblent pas avoir pris un jour. Les gros platanes ont-ils grandi? Il semble que 50 ans ne soit rien pour un arbre. Il fallait être à Jarnac. Il y a des fils, des gendres, donc ils ont tous des maisons, ils sont tous installés à Jarnac, restent à Jarnac, donc ils s'installent un peu partout dans Jarnac, mais surtout sur les quais. Pour que je sente Jarnac me remonter au cerveau, certaines heures, certaines conditions sont privilégiées. Ce sera par exemple le pavé de la Grand-Rue, près de l'église, quand le jour baisse et que les premières lueurs jaunes apparaissent aux fenêtres. Jarnac 1895, par Maurice Delamain. En flânant, je passe devant la maison du président Mitterrand, célèbre Jarnacais, avant d'arriver à la mairie, où les Delamain ont souvent siégé. Et d'ailleurs, nous avons une pierre dans le hall d'entrée de la mairie qui retrace tous ces maires qui se sont succédés depuis la Révolution. Et on retrouve deux maires en tout début du 19e siècle et un maire en 1880. Et avant de devenir maire, vous aviez entendu parler de la famille Delamain? Oui, alors je vais vous citer une anecdote. Lorsque je suis arrivé ici à Jarnac, pour travailler donc, j'ai demandé le nom d'un bon cognac à acheter. Alors il m'a dit, c'est pas très compliqué, vous allez vous acheter du Delamain. Bon. Je dis oui, mais ça ne me suffit pas, il faudrait savoir où je vais le trouver. Ah ben il me dit c'est rue Delamain, vous trouverez, c'est à côté de l'église. Bon, alors effectivement, je me suis dit bon, un cognac qui porte le nom d'une rue, c'est pas si courant que ça. Et donc j'y suis allé, j'ai trouvé effectivement cet établissement qui se rapprochait de la discrétion légendaire de cette marque, puisqu'il y avait juste une petite plaque en cuivre qui mentionnait Delamain, le nom. Registre de délibération du conseil municipal de Jarnac. Voilà, il est signé par le maire, on lit très bien sa signature, Delamain, et il rajoute maire. Je pense qu'à l'époque, on pouvait avoir deux travaux. L'un était la marche de la maison de négoce, et le soir, on écrivait son livre à la lumière de la chandelle, ou presque. Oui, tout est possible chez les Delamain. Après Philippe, négociant et collectionneur, voici les trois fils, négociants et écrivains. Désormais, cognac et littérature s'unissent définitivement. Jacques, l'aîné. Il a été le premier de la famille à créer en Angleterre un réseau de distribution exclusif, tout en dirigeant bien sûr la maison de négoce de Jarnac. Et en plus, il est passionné par les oiseaux. Allez, je vous emmène à la Branderaie, la maison qu'il habite tout près de Jarnac. Nichée au milieu des arbres, elle est le repère idéal pour découvrir et observer des centaines d'oiseaux. L'oiseau n'est jamais tout à fait silencieux. Créature sociable, nerveuse, perpétuellement en alerte, qu'un coup d'aile emporte dans l'espace. Le chant n'est pas seulement l'hymne à la bien-aimée. Il traduit les émotions complexes et multiples que le mâle,
sous l'influence impérieuse ou latente de la passion qui le soulève au-dessus de lui-même, ne peut plus enfermer dans un simple cri. Il doit communiquer constamment avec ses semblables à travers l'étendue. Il faut que le signal porte loin, pénètre le bois touffu, perce le vent. Un matin de novembre, les chœurs d'oiseaux ont commencé par un chuchotement doux en lisière du bois, dans la tourbière où des traînées de brouillard s'attardent encore au-dessus des fossés gorgés d'eau. Extrait de Pourquoi les oiseaux chantent de Jacques Delamain. C'est un des premiers livres en français où on voit les oiseaux vraiment dans la nature. La première édition serait celle-ci, avec une préface tarot. Et dans les livres de la collection de nature, c'est une collection que Jacques Delamain dirigeait pour les éditions Stock, avec une centaine de livres qui ont été publiés sur la nature, ce qui était tout à fait nouveau en France à l'époque. C'est la traduction anglaise de toute Pourquoi les oiseaux chantent, qui était un livre couronné par l'Académie française en 28 ou 29. Jacques Delamain va partager sa passion pour les oiseaux avec beaucoup de ses amis célèbres. Messiaen viendra. Pour lui, ce sera les plus beaux jours de sa vie. On a des détails de ses visites en bordure de Charente avec Jacques Delamain, qu'il appelle le maître. Et lui, étant le petit élève, il ne connaissait pas grand-chose, peut-être en oiseau. Mais à un moment, il marche le long de la Charente et un oiseau, le chant d'un oiseau leur éclate dans les jambes. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau? Pour Jacques Delamain, il dit c'est la bouscarde de Séty, c'est une petite fauvette et elle prévient les gens qu'on pénètre dans son territoire. Donc elle chante là, et puis quand vous allez sortir, elle va rechanter, et puis ça veut dire que vous êtes sorti de son territoire. Et Messiaen est aux anges, il va écrire toute une musique sur la bouscarde, etc., etc. Non, pas etc., etc., mais bien une symphonie, la symphonie des oiseaux, qu'il a composée après son séjour à la Branderaie. Messiaen a écrit à Jacques Delamain une lettre dithyrambique. Je tiens à vous remercier pour le charmant accueil dont j'ai été l'objet dans votre féerique Branderaie. Vous m'avez procuré 2 jours de paradis sur terre. Olivier Messiaen. Le frère de Jacques est comme lui, négociant écrivain. Il s'appelle Robert Delamain. Mais la grande maison où je suis né, qui commande un profond et beau jardin au 22 de la rue de Condé, était l'assise de ma vie. Robert Delamain, Jarnac à travers les âges. Le deuxième frère, le second frère, Robert, écrit Jarnac à travers les âges en 1924, et ensuite il publie les notes sur le passé du protestantisme dans la région de Jarnac, Cognac et Segonzac. En fait, on savait très peu de choses sur le protestantisme. C'est un des premiers livres sur le protestantisme charentais qui est publié là. Ensuite, il publie l'histoire du Cognac. Le livre a été traduit en anglais, mais c'est surtout le livre sur le cognac. C'est encore la Bible du cognac, 80 ans plus tard. Et là, ça raconte l'histoire du cognac, c'est-à-dire du début jusqu'au verre. Les rituels décrits dans cette histoire du cognac sont absolument immuables. J'ai pu assister à la cérémonie d'assemblage et je vous assure que le spectacle valait vraiment le déplacement. Qu'est-ce que vous faites là? Mais là, je prépare une dégustation commune avec mon directeur général, Charles. Et donc, on va commencer à se préparer, à être bien concentré. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez un nez?
à force de sentir, et puis peut-être en repensant aux années d'enfance où les odeurs de la nature m'interpellaient, mais je n'avais pas conscience que cette interpellation pouvait me mener vers un métier comme celui-ci. L'importance du verre dans l'élaboration du cognac est primordiale. Non pas pour goûter, mais pour sentir. Mais qui décide de ce qu'on goûte? C'est vous? C'est moi, selon les moments, selon mes humeurs, et puis selon les demandes. Quand vous dites selon les demandes, c'est quoi par exemple? Là, aujourd'hui, j'ai un micro-assemblage pour un client anglais qui est venu nous rencontrer ce matin. Et je veux qu'on reparle de ce micro-assemblage. Savoir si on va dans la bonne direction par rapport à ses pas ses demandes, mais ses envies. C'est du sur-mesure. Mais quand c'est du sur-mesure, c'est une bouteille spéciale? C'est une barrique spéciale, en fait. C'est une quantité de cognac qui veut vraiment avoir son cognac sur mesure, avec son assemblage sur mesure, son étiquette. Donc on lui fait goûter plusieurs échantillons et Dominique interprète ce que le client désire. Petite précision, c'est que tout ce travail peut être fait en collaboration avec les clients, mais il faut que ces cognacs, le résultat reste dans l'esprit de la main, cet esprit qu'ont si bien imaginé Robert et Jacques. Robert et Jacques avaient un troisième frère, Maurice Delamain, et c'était le seul à avoir fait ses études à Angoulême. J'ai passé au lycée d'Angoulême, qui fut autrefois lycée impérial, et qui est aujourd'hui, grâce à vos efforts, lycée Guès de Balzac, les années 1895-1901. J'étais interne, étant de Jarnac, et ne pouvant regagner chaque jour ma ville. Il y avait à cette époque environ 100 internes, ou un peu plus. Mais ces grands bâtiments montraient qu'ils en avaient abrité plus du double dans les temps antérieurs. Nous occupions 6 dortoirs, et il y en avait autant de vides dans lesquels nous allions à la découverte, et fumions en cachette. J'ai connu vers 1896-97 l'installation des lavabos à eau courante. À la même époque de modernisation remarquable, j'ai usé des derniers bains de pieds bimensuels tous les 15 jours que remplacèrent les douches hebdomadaires. Il était bon élève, Maurice Delamain? Alors c'est un élève qui est très neutre quand il rentre au lycée, quand on regarde les palmarès. En 6e, il n'a rien. 5e, 4e, 3e, il a un accessite par-ci par-là, sauf le premier prix, tous les ans. Le premier prix catéchisme protestant. Et puis c'est l'explosion en première. Première rhétorique, il ramasse tout. De la main, prix d'excellence de philosophie. Premier accessite des tableaux d'honneur de la main. Premier prix de dissertation française, prix d'honneur de la main. Physique et chimie, premier prix de la main Maurice. Il paraît qu'à l'époque, c'était le tambour qui réveillait les internes. Elle jouait avec un type qui jouait du tambour, qui était un garçon d'entretien, mais avec un rôle particulier, il s'appelait le tapin. Il faisait ça très, très naturellement à toi. Alors il sortait de ça, de sa petite pièce, mais il faisait ça depuis la cour, ça faisait que ça retentissait bien. Puis il jouait du tambour comme ça, et ça suffisait à réveiller tout le monde dans le silence de la ville, quoi. Et le dimanche, qu'est-ce qu'ils faisaient les élèves? Les internes vont en rang à la chapelle du lycée, à la messe le dimanche matin, et les internes protestants vont en rang au temple qui se trouve rue de Bella. Alors vous voyez, ils descendent le rempart, c'était devenu une balade. Donc, mais pour les de la messe, c'était vraiment, quand on voit leur parcours, c'était pas simplement une promenade. Le service religieux sous l'autorité de l'aumônier Augereau était scrupuleusement assuré. Nous étions 8 ou 10 et le dimanche, on nous menait au temple. La culture artistique était totalement négligée, mais j'ai l'admirable souvenir d'une randonnée, à travers les églises romanes ou autres,
des environs d'Angoulême, Saint-Michel, la Couronne, etc. Visite organisée à titre personnel et facultatif par notre professeur de rhétorique. Je me suis laissé aller aux confidences, pardonnez-moi. Une fois n'est pas coutume. J'ai passé 40 ans, 1921-1961 exactement, à diriger une maison d'édition. Je dirige actuellement une librairie parisienne. De la main, Bouteilleau. Mais vous allez trop vite, monsieur Maurice Delamain. Moi, j'ai besoin de revenir en arrière, du temps de votre jeunesse à Barbezieux. Là, vous avez rencontré Jacques Bouteilleau, qui deviendra Jacques Chardon en littérature. Ils ont eu l'occasion effectivement de se rencontrer, puisqu'ils faisaient partie de cette jeunesse, on va dire, dorée au niveau local. Mais là, c'est pareil, c'est-à-dire c'est encore dû à la proximité de ces familles qui étaient autour du Cognac et qui étaient d'origine protestante. Les liens ont été tout de suite assez profonds, à tel point qu'ils ont voulu monter ensemble lorsque ils en ont eu l'occasion, donc la fameuse maison d'édition Stock qu'ils ont reprise et qui est devenue donc Bouteilleau de la main. Donc assez intime pour se lancer dans ce qui était comme une aventure, parce que Stock, lorsqu'il l'avait récupéré, était complètement dans le rouge. On est en 1920 et la famille va s'unir pour réussir. Jacques Delamain va épouser la sœur de Chardon. Germaine va traduire des œuvres anglo-saxonnes, elle de préférence. Beaucoup d'anglais, beaucoup d'irlandais, beaucoup d'américains. Jeanne Delamain, qui est la sœur de Jacques Robert et Maurice, qui sera infirmière à Rochefort pendant la guerre de 14, va être elle-même secrétaire chez Stock et va diriger toute la collection française, elle. Tout ça se tient, tout ça forme un bloc. Toute la famille Delamain a contribué à l'essor de Stock et de sa magnifique librairie à Paris, place Colette, en face de la Comédie Française. J'y entre aujourd'hui comme on entre dans le panthéon de la littérature, à la recherche de l'âme de la famille Delamain. Oui, il y a une âme de la main qui reste. Déjà, il y a le nom qu'on a fait le choix de garder. On aurait pu changer de nom, mais on ne l'a jamais fait et je pense qu'on ne le fera jamais. Nous avons choisi de montrer des images qui sont en rapport avec l'histoire de la librairie. Par exemple, vous allez trouver la couverture de Jules et Jim, de Henri-Pierre Rocher. Et c'est tout simplement parce que Truffaut a acheté le livre dans cette librairie avant d'en faire un film. C'est une des dernières librairies parisiennes qui fait du livre ancien et du neuf. Ça, pour le coup, c'est vraiment une tradition qu'on a gardée depuis Maurice Delamain, puisque c'est lui qui s'était inscrit au registre des brocanteurs pour vendre des livres anciens. Alors, j'ai trouvé au fond d'un tiroir ce petit document dont j'ignorais l'existence, mais qui est à ce jour le seul document signé de la main de Maurice Delamain dont je dispose à la librairie. Et c'est la demande qu'il avait faite auprès de la préfecture pour être brocanteur, donc pour vendre des livres anciens, activité qui perdure toujours aujourd'hui à la librairie. Ça date de 1949. Il nous reste une édition ancienne, qui n'est pas l'édition originale, mais c'est une édition ancienne d'un des ouvrages d'ornithologie de Jacques Delamain. Et on peut voir quand même que c'est un livre qui est très moderne pour son époque, puisqu'il y a des magnifiques illustrations d'oiseaux dont les couleurs sont restées éclatantes. J'ai également trouvé un jour, en achetant des livres anciens aussi dans une bibliothèque particulière, alors le livre est tombé en lambeaux, mais c'est donc l'ancienne jaquette de l'époque où la librairie, qui s'appelait encore Stock, Delamain et Bouteilleau, donc on est plutôt au milieu des années 20, éditait des catalogues, puisqu'ils n'avaient pas de site internet à l'époque pour vendre leurs livres, donc voilà à quoi ressemblait la couverture du petit bulletin de la librairie de l'époque. Et quand on achète des bibliothèques, des livres anciens, on récupère régulièrement
quelques exemplaires des livres qu'ils ont édités, Delamain et Chardonne ensemble. Alors c'était des traductions, puisque c'est des éditeurs qui ont été connus pour traduire beaucoup d'auteurs comme Poe, comme Hawthorne. Ils ont découvert beaucoup d'auteurs, notamment étrangers. Alors, il y a eu forcément beaucoup de célébrités qui ont fréquenté la librairie et qui la fréquentent encore. Du reste, c'est dû à son emplacement, qui est quand même un des meilleurs emplacements de la capitale. Il y a quelques noms qui se transmettent de génération en génération dans la librairie. Donc, on a parlé de Truffaut, par exemple. De toute évidence, Colette venait régulièrement puisqu'elle habitait juste de l'autre côté du Palais Royal, au même titre que Jean Cocteau, bien sûr. Mais c'est aussi une librairie qui a vu passer beaucoup de ministres, de présidents, évidemment de conseillers d'État puisqu'on est juste en face. Alors j'ai trouvé quelques invitations et donc pour vous donner quelques exemples, cette librairie elle a accueilli Michel Morgan par exemple, Barbara en 91 et ça c'est resté une soirée mémorable dont beaucoup de nos clients se souviennent. Lorraine Bacal qui est aussi restée dans les mémoires de beaucoup de monde. D'ailleurs un client m'a donné une photographie de Lorraine Bacal en train de dédicacer dans la librairie. Un jour, en fouillant au fond d'un placard, j'ai trouvé ceci roulé en boule. C'est encore un peu jauni, mais je le garde parce que c'est un des rares documents qu'on a avec en fait ce logo qui est donc, je suppose, une gravure. Je sais qu'elle date de l'époque où la place Colette ne s'appelait pas encore la place Colette. Et en fait, ce logo, nous l'avons maintenant réutilisé, renumérisé, réhabilité. On l'utilise aujourd'hui sur nos marque-pages, nos sacs, etc. Alors, très belle collaboration pendant presque une trentaine d'années entre Maurice Delamain et puis Jacques Chardonne, qui étaient complémentaires. Est-ce que les liens, finalement, ont perduré pendant ces 30 ans ou est-ce qu'ils ne se sont pas un petit peu détériorés au fil du temps? Que Chardonne, lui, c'était essentiellement l'écrivain, le principal écrivain de la société. Donc ça pouvait créer, à mon avis, sans faire de la psychologie de bas étage, mais une espèce de frustration chez Maurice Delamain, qui se disait que lui aussi avait quelque chose à dire à travers la littérature, et pas seulement en publiant les autres, voyant son partenaire briller, s'exprimer comme il le voulait, et lui ne pouvant pas le faire. Et on a toujours en rayon la correspondance de Jacques Chardonne avec Paul Morand, dans laquelle il évoque à plusieurs reprises, bien évidemment, son associé Maurice Delamain, pas toujours dans des termes très élogieux, puisqu'il dit « Je veux établir stock sur d'autres bases, plus larges, plus solides, usant des prétendants comme il convient. Mais Delamain me gêne. Il se croit Adenauer, ne fait rien, et il est à demi sénile. Très apprécié dans les comités d'éditeurs, il vient d'avoir la rosette, ce qui est rare dans la corporation. Il est plein de lui-même et tout vide. » Oh là là. Retour à Barbezieux pour comprendre. Calmer le jeu. Passer devant la maison de Jacques Chardonne et rejoindre le libraire qui connaît si bien les raisons de la rupture entre les deux amis qui ne le sont plus. La véritable rupture entre Jacques et Maurice, elle intervient vers la fin de la guerre, au moment où Jacques Chardonne peut véritablement être accusé par la résistance, notamment de collaborationniste, et à ce moment-là, être frappé d'une interdiction d'exercer en tant qu'éditeur, voire de publier en tant qu'auteur, ce qui aurait mis en péril leur société d'édition. Donc le bouquin de trop, sans aucun doute, c'est Le ciel de Niflheim. Et les quelques amis auxquels il l'a envoyé, notamment d'ailleurs à Henri Fauconnier, avec qui il était toujours resté en relation et qui lui était un homme parfaitement clair dans sa façon de voir les choses, lui a dit « Mais Jacques, tu es en train de déconner, mais totalement. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu écris. » Chardonne, contrairement aux craintes de Delamain, ne va pas être... Il va avoir quelques inquiétudes, mais il a des relations, Chardonne, ce qui fait qu'il va s'en tirer très très bien. Ouais, mais c'est quand même la fin d'une collaboration. En 1961, de mémoire, donc, ils sont obligés de liquider la société.
qui portait le nom Bouteilleau de la Main. Donc elle est effectivement rachetée. Et aujourd'hui, il n'en reste, je dirais, plus que l'esprit. Moi, j'ai pris contact avec la maison de cognac quand je suis arrivée à la librairie, même si on n'est plus du tout liés de fait, à part par nos noms. Mais je trouvais ça joli de garder quand même le contact avec eux de loin en loin. Et du plus loin que l'on se souvienne, les origines des Delamain sont anglo-saxonnes. Et Robert et Jacques, que vous connaissez maintenant, ont contribué à rapprocher Jarnac et Londres. Et Charles, l'héritier actuel, perpétue la tradition. Tous mes ancêtres qui finalement venaient à Londres parce que c'était un gros marché pour notre maison, pour nos cognacs. Et les grands connaisseurs de cognac étaient anglais au début du XXe siècle. C'était vraiment là que tout se passait. J'ai toujours entendu parler anglais. Je ne comprenais pas toujours. Mais j'ai toujours eu cette admiration pour les Anglais, pour cet accent anglais et puis cet attrait pour Londres. Hello, Charles. Welcome to Berry Brothers and Rudd. I mean, look what I found. The first labels from 1865, Delamain. So exciting. C'est très émouvant de voir 1865 sur une bouteille. J'aurais bien voulu voir la bouteille, malheureusement, on ne voit que l'étiquette. Nous, chez Delamain, on travaille avec Berry Brothers depuis plus de 100 ans. Par exemple, on a fait cette qualité là qui est un millésime 1995. On a sélectionné avec l'équipe de Berry Brothers un fût de 1995 et on l'a mis en bouteille. Donc vous avez le nom de Berry Brothers qui est sur l'étiquette, le nom de Delamain. On explique que c'est un cognac de 1995, 26 ans d'âge, de grande Champagne. Et c'est une bouteille assez exceptionnelle qui se vend très bien dans ce magasin. Mon arrière-grand-père et son frère venaient souvent à Londres. Ils allaient acheter leur chapeau chez Locke. Ils avaient leur chapeau melon quand ils venaient à Londres. C'était l'uniforme, c'était la façon de s'habiller à l'époque. Décidément, le temps qui ne passe pas vite me plaît beaucoup. J'ai l'impression d'être dans un musée. Et pourtant non. 007. James. Bond, pas Delamain. Mais ici, tout est possible, même d'imaginer Charles au XIXe siècle, à la recherche du chapeau de son arrière-grand-père. Okay, so that's impressive. Look nice and straight. Okay, small snap now. Charles, vous êtes en train de rejoindre l'empereur du Japon au panthéon des crânes célèbres. En bonne compagnie. Charles de Gaulle, Colin Farrell, la princesse Diana. Et nous sommes toujours au XIXe siècle, où Charles a été transporté. Chapeau texan, fin du rêve. Et pour finir, Charles nous emmène à Londres dans un endroit très très privé, où le cognac est fait sur mesure pour ce club hyper select. On est très loin du cadre de notre bureau, dans un endroit très select, très privé. C'est un cognac qu'on a fait pour ce club, donc pour le 67 Pall Mall. Et c'est un cognac qu'on a vraiment fabriqué pour eux, avec eux. Ils sont venus à Jarnac, dans nos chais. Alors, la bouteille a été personnalisée en effet au logo du club. Et c'est une bouteille qui est assez unique, avec un cognac à l'intérieur qui date de 1967. Un vieux cognac, c'est très très beau.
Il est étrange que ce produit le plus français peut-être de tous nos produits nationaux, le plus international aussi de nos produits nationaux, qui pénètre partout dans le monde, soit celui qui emporte avec lui tous les parfums les plus ensorcelants et les chauds effluves de cette douce terre de Charente. Extrait de l'histoire du cognac de Robert Delamain, 1935. Et moi, je voudrais remercier la dynastie des Delamain, irlandaise, et puis française, négociante et littéraire. Une famille si mystérieuse dans sa passion pour le cognac et la littérature. Ba-da-da.